je vais commencer par Franck, à la fois parce qu'on est dans le monde du centre Georges Pompidou, à Paris et aussi à Metz, et aussi parce que l'IRCAM a incarné et incarne toujours énormément de transformations, énormément de créations. Puis ensuite, on passera à Sébastien, qui est non seulement un ingénieur, mais aussi un ingénieur philosophe, un ingénieur qui a travaillé sur la philosophie des sciences, et qui aussi nous partagera, après avoir parlé du génie artistique de la France un peu, il partagera aussi le génie industriel de la France, le génie civil, le génie de la France aussi. Donc on commence par le pouvoir du son, et puis vous avez une présentation, je vous poserai des questions pour que ce ne soit pas statique, et puis vous avez des choses à partager. Je voudrais dire aussi un mot, quand on a reçu Jean-Michel Jarre, qui est un ancien de l'IRCAM, il nous a dit « mais pour moi, l'immersion, c'est le son ». Et je trouve que c'est très très important parce que les gens de l'audiovisuel ou les gens de la création ont tendance à dire oui, bon, l'immersion, c'est les yeux. C'est une discussion qu'on a eue aussi avec Sébastien. Et je sais que pour l'IRCAM, c'est un point très très important. Le pouvoir du son. Oui, bonjour. Donc, le pouvoir du son, en fait, on était en train de parler avec Sébastien de l'expression du code et du vivant, d'une certaine façon. Alors moi, je vais parler en effet du son, je ne m'opposerai pas au visuel, parce qu'on n'a pas besoin de valoriser une chose en regard d'une autre, mais simplement, je fais un peu de prosélytisme. On voit très bien que le son et le soin ont des choses à se dire en ce moment. On voit très bien que l'équilibre, la perception de l'espace passe aussi par le son. Vous pouvez faire l'expérience d'un bâtiment, d'une architecture, d'un lieu, réel ou virtuel, vous êtes dans la sensation de ce que vous apportent vos oreilles. Alors, pour asseoir ce que je dis, il y a une petite présentation qui présente cette idée de l'immersion. Et d'ailleurs, je vais essayer de ne pas dire ce qui est à l'écran, ce qui montrera bien qu'il y a un complément. Comme disait Romer, c'est vraie sœur, fausse amie entre l'image et la musique. Alors, l'IRCAM est un lieu rare parce qu'il réunit science, ingénierie et artistes. Et très souvent, on s'entreglose entre gens qui se connaissent, tandis que là, en effet, c'est plutôt des publics hétérogènes, des acteurs qui travaillent ensemble à quoi? À tout ce que peut un son. On n'a pas idée de ce que peut le son et la musique. Et puis, nous avons créé récemment une société, IRCAM Amplify, qui prend ces briques logicielles, il y en a à peu près 120 depuis la naissance de l'IRCAM Centre Pompidou, et qui poussent ces briques logicielles, certaines d'entre elles, dans l'usage, dans le quotidien, vers le jeu vidéo, vers la réalité virtuelle. Dire le son et briques logicielles, on voit bien qu'on est au cœur du sujet, parce que vous les considérez aussi comme des objets informatiques. Disons qu'il y a une révolution après la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle l'électronique et l'informatique musicale, qui est née ensuite. C'est un matériau immatériel, si je peux dire, le son, et pourtant son effet est très physique et physiologique. Et c'est cet aspect-là qu'on travaille tant à l'IRCAM que dans IRCAM Amplify. Alors, très concrètement, pour vous donner des exemples, que fait-on à l'IRCAM? Eh bien, on va de l'installation sonore jusqu'à l'opéra. On a lancé tout récemment une collection qu'on appelle les musiques fiction, c'est-à-dire que il n'y a pas d'image, il y a un peu de lumière, et vous êtes plongé dans un récit, dans l'oralité, mais vous êtes surtout sous un dôme ambisonique, qui est une sorte de dôme d'immersion, qui vous permet de littéralement vivre une fiction, un récit, un dialogue, une sorte de cinéma pour l'oreille, pour aller vite. Et on a notamment, sous ce dôme, on a présenté la captation d'une scène sonore faite dans des lieux qui disparaissent, par exemple la canopée de la forêt amazonienne, et vous voyez que le vivant dont on a parlé, mais que ce vivant s'organise aussi au niveau du son. Il y a des territoires sonores qui s'entrecoupent et qui se correspondent. Dans la recherche, pour venir vers l'immersion, qui est le grand sujet du KIF, on parle beaucoup de l'écriture de l'espace, comment vous pouvez dire qu'un architecte écrit l'espace, mais aussi un musicien, un metteur en scène également. On parle de la simulation d'acoustique. Par exemple, pour un temple dans la Haute-Égypte, vous savez qu'on peut reconstituer des lieux, on peut aussi reconstituer une acoustique à partir du maillage, à partir d'une maquette, il est tout à fait possible, et de dire que finalement, l'acoustique fait partie du patrimoine, au même titre que l'espace et la structure. Et on peut aussi penser que pour des architectes qui construisent demain un nouveau bâtiment, peut-être un nouveau musée, à Metz c'est bien, il y a tout ce qu'il faut, eh bien la question de l'acoustique va se poser et on pourrait la modéliser avant l'heure, avant que
le bâtiment ne soit construit. Et puis, on travaille énormément sur les systèmes distribués. Grosso modo, vous n'avez plus une seule source, mais vous avez une multitude de sources, et vous voyez comment vous-même, vous pouvez interagir. J'ai un souvenir notamment d'un jardin furtif, où vous entrez dans ce jardin, vous êtes très bruyant, vous n'entendez rien, votre activité se réduit, à ce moment-là, des sons apparaissent. J'avance un peu, voilà, là vous avez une œuvre spatialisée, voilà. Alors maintenant, IRCAM Amplify. Oui. Alors, parce que l'IRCAM, on voit bien, c'est la recherche. C'est la recherche appliquée et c'est la création. Ok. Et Amplify, j'insiste vraiment. C'est la recherche amplifiée et la création amplifiée, ou c'est une autre logique? Mais c'est vraiment, ça part de l'autre côté. C'est moins la conception que la perception. Comment je vais pouvoir percevoir, jouer, et surtout comment le marché va rencontrer l'innovation. Toutes les industries ne sont pas très innovantes, mais une innovation n'existe que parce qu'il y a une recherche. Donc on fait une sorte de continuum entre recherche, innovation et la société IRCAM Amplify. Donc concrètement, c'est par exemple créer une identité sonore, une signature sonore en faisant du co-design. Un exemple très simple. Un autre exemple, c'est la spatialisation. Pouvoir offrir un outil simplifié pour que dans un équipement, dans un système, même dans un système de studio, vous puissiez avoir les derniers cris, les derniers outils de la spatialisation. Un autre exemple très fort aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'IA, tout ce qu'on peut faire autour de la voix. Et là, évidemment, on connaît les mésaventures notamment des fake voice, mais en tout cas, on a la capacité aujourd'hui de travailler la voix de synthèse, de travailler l'expression, la conviction, l'expressivité d'une voix de synthèse qu'on ne pouvait pas faire auparavant, ou on pouvait le faire en prenant beaucoup plus de temps. Le deuxième sujet, donc le son comme data. Vous savez que les industries culturelles ont des bases de données de son gigantesques, comme il existe des bases de données d'images. Eh bien, comment on navigue intelligemment? Comment on peut vous recommander ceci en fonction d'une structure par rapport à cela, et pas simplement vous aligner tous les titres d'un même artiste. Et puis le troisième, le son comme interface. On va sans doute avoir de moins en moins de claviers, il y aura des interfaces vocales. L'interface, c'est aussi ce qu'on peut offrir à un artiste, à un chorégraphe, à un musicien ou à un acteur. Vous avez des exemples en tête? Vous avez des applications industrielles ou commerciales? Alors, eh bien, par exemple, pas révéler non plus des contrats qui sont en cours, mais il y a une énorme question qui concerne la voiture. Ouais. Vous savez que la voiture, c'est un espace. Les voitures électriques sont de plus en plus silencieuses, donc potentiellement dangereuses, parce qu'il faut leur conférer un son à la fois pour celui qui conduit et pour le piéton qui va se faire écraser ou qui va éviter la voiture. Donc, quelle va être sa signature sonore? Et puis, vous devez penser plus loin. Si vous avez une centaine de voitures électriques silencieuses, est-ce que vous n'allez pas recréer une pollution sonore à peu près équivalente au système thermique? Après, vous avez dans la voiture une radio, des haut-parleurs. Comment vous pouvez optimiser ces appareils, ces devices, etc. C'est-à-dire les alléger, les rendre plus performants alors qu'ils sont peut-être plus légers, moins chers. Donc il y a toute une question d'acoustique et de matériaux. On travaille sur tous ces domaines. Et puis vous avez votre autoradio. Et est-ce que vous allez avoir une playlist intelligente qui va pouvoir créer la signature d'une voiture? Oui, il y a eu un concept car de Renault, par exemple la Zoé, que vous connaissez, a été imaginée grâce aux équipes de recherche de l'IRCAM et un artiste, Andrea Cera, dans les contraintes du constructeur, qui sont fortes, elles sont nombreuses, de créer cette signature sonore d'une voiture. Vous mesurez l'acoustique à l'intérieur de la voiture, vous lui donnez des attributs sonores, des bruits particuliers pour qu'on sache qu'on est dans une Zoé. Oui, et puis alors aussi, il faut réduire, parce que ce qui est insupportable dans les voitures, comme vous le savez tous, c'est le nombre de signaux sonores. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez tout débrancher, vous voulez surtout que ça s'arrête. Ouais. Hein, parce que l'un des pouvoirs du son, c'est aussi qu'il puisse s'arrêter, s'interrompre. C'est comme quand on parle. Et donc, dans une voiture, il y a cet élément-là aussi d'économie, de sobriété. Je continue rapidement. Voilà quelques exemples. Nous avons travaillé, je saute de la voiture au champagne. Pour Krug, vous savez que quand vous buvez un champagne, c'est une composition. C'est une composition à partir de vin clair que vous ne goûtez pas. Et donc on a créé des pastilles sonores pour caractériser les vins clairs composant un champagne. Alors c'est pas très loin d'ici. Donc à Reims, vous pouvez, dans la cave de Krug, vous pouvez entendre ces pastilles sonores. Et ceux qui sont forts en Champagne peuvent identifier le caractère et le terroir par rapport à ces pastilles. Donc on a fait un design à partir d'une sémantique et d'un lexique partagé. Un autre exemple,
IRCAM Flux, alors là, en effet, c'est avec une société d'Orléans. C'est pouvoir développer ces outils, parce qu'en effet, entre le laboratoire qui sort quelque chose et l'utilisateur, il y a une chaîne à faire. Et donc là, on a travaillé avec Flux pour développer toute la dimension de spatialisation. Également, un logiciel qui s'appelle Trax, qui transforme la voix. J'ai peut-être un exemple qui va venir là-dessus. Et puis voilà, le spatialisateur. Et vous voyez notamment le dôme ambisonique que j'ai évoqué pour les musiques fiction. Cette sensation que vous êtes au cœur d'une scène sonore, et même la possibilité, on en discute en ce moment, donc de reconstituer, de simuler des acoustiques pour des lieux non réels. Le virtuel, en ce sens, se combine très bien avec le sonore. Et puis voilà, j'en ai déjà parlé. Voilà. Peut-être je peux vous donner un petit film. Oui. Pourquoi 2024 ? Je crois qu'il y a un événement dont on a beaucoup parlé, qui sont les Jeux Olympiques. Et vous voyez comment le son peut s'articuler au mouvement. C'est-à-dire, comment ça fonctionne Ah ben, devinez. Chaque fois que la balle vole. Vous allez voir. On peut apprendre un jeu très simplement par la pratique, par la catastrophe, par l'échec. Chaque fois que par la balle... correction. Voilà. Mais donc, vous inventez des règles de jeu et vous pouvez vous amuser vraiment et développer ça. Et il y a un capteur de giration, de mouvement. Dans le ballon. Voilà. On a beaucoup travaillé sur cet élément-là. Vous n'imaginiez pas que l'IRCAM aurait fait ça? Non, je suis surpris, oui. Pour l'IRCAM et 2024, je n'avais pas vu le... Non, mais ça, c'est en fait... Alors, c'est un projet qui a été mené il y a quelques années, mais qui va être réactualisé pour l'occasion. Bon, on a compris, non? Ou vous voulez encore? Pour des musiciens, ça doit être extraordinaire, qui aiment le foot ou qui aiment le jouer. Des basketteurs, enfin, ça veut dire qu'il y a une capacité de création... Voilà, j'en reste là. Voilà, pour la présentation, mais je suis... Oui, bien sûr, pour l'échange, surtout. Oui, un échange. Voilà. Sébastien Massard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de croiser culture et technologie? On est dans une époque incroyable, en fait, puisqu'on est capable de mêler le réel, le virtuel. Il y a des sons qui viennent d'éléments technologiques, mais à la fin, on ne sait pas s'ils sont réels, s'ils sont virtuels. On parle de voiture, mais on veut recréer des sons. En fait, notre environnement, alors la sonore, mais je dirais de vie, il est habité par le virtuel. Et donc c'est l'inverse de ce qu'on pense. C'est qu'on n'est pas en train d'aller transporter toute notre vie dans des univers virtuels. On transforme notre environnement de vie réel en mettant du virtuel. Et nous, Dassault Systèmes, c'est ce qu'on a toujours souhaité faire. Est-ce que vous avez besoin de présenter quelque chose? Oui. Mais on va continuer la petite introduction quand même, parce que, pour qu'on voit qui est Dassault Systèmes, parce que vous êtes à la fois le directeur de la stratégie de Dassault Systèmes et aussi un ingénieur qui préside à cette évolution. Dassault Systèmes, qui fait cette transformation avec l'environnement, vous dites qu'en fait, on est déjà dans le numérique, en fait. On est déjà dans un environnement qu'on a nous-mêmes transformé. Oui, c'est la puissance de l'imaginaire. Je pense que immersif va avec imaginaire. Et l'imaginaire, on l'attend beaucoup dans des domaines artistiques, créatifs, etc. En fait, les industries, en général, et j'inclus là-dedans la santé, le logement, la mobilité, en fait, les industries créent des imaginaires. Quand elles fabriquent des objets, ils sont liés à l'imaginaire. Et pour ça, il faut, dans un environnement immersif, créer à l'avance l'expérience qui va être partagée pour pouvoir ensuite la réaliser. Et si vous voyez la capacité nouvelle, là on est à distance avec une bonne partie de l'audience. Oui. En même temps, on a l'impression d'être à proximité. Le temps aussi est compressé parce que peut-être des gens le regarderont dans le futur. Et donc vous avez une compression du temps, de l'espace, la capacité d'apprendre massivement à l'échelle planétaire. Et donc ce que moi j'appelle immersion, ou ce que j'entends dans le mot immersion, c'est bien au-delà de juste pouvoir donner l'illusion qu'on est dans un espace qui soit sonore ou visuel. C'est la capacité
de transporter des gens pour qu'ils soient en contact différemment. Donc c'est l'interaction entre les personnes qui est derrière. Donc dans l'industrie, là, on voit, c'est un exemple médical, c'est-à-dire que vous utilisez votre technologie aujourd'hui pour la technologie de Dassault Systèmes. Peut-être qu'il faut raconter l'histoire un peu. D'où vient Dassault Systèmes? C'était une filiale de Dassault? Oui, c'est une start-up qui est née dans le 40 ans de Dassault Aviation à l'époque. Maintenant, c'est une grosse start-up. On est 20 000 personnes dans le monde. Et effectivement, bon, c'était 63 milliards de valorisation boursière. Ah oui, exactement. C'est pas une start-up, c'est presque un GAFA européen. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Donc c'est le numéro 1 européen de la modélisation. Oui, tout à fait. Au mondial, en fait, on est un leader mondial du numérique pour l'industrie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On modélise le monde, on le simule. Et ensuite, quand vous avez les lois scientifiques qui permettent de simuler, vous savez anticiper. Donc, vous savez créer à l'avance des expériences. Et sur l'image, on voit effectivement 2 chirurgiens qui sont en train d'opérer une personne atteinte d'épilepsie. Donc, c'est quelque chose qu'on fait réellement. On représente en temps réel, en fait, l'impact sur le cerveau de la personne, parce que c'est des opérations très délicates où on va faire donc une ablation. Ils ont des lunettes de réalité augmentée. Qu'est-ce qu'ils ont comme selon les dispositifs, ils peuvent avoir des lunettes ou sinon c'est sur un écran. Mais cette capacité, de toute façon, l'esprit humain se projette dans ce qu'il voit. Et donc, quand on propose une représentation, l'esprit humain va s'en servir comme une carte qui devient comme si elle était réelle. Donc c'est en temps réel une opération des chirurgiens qui opèrent quelqu'un qui est épileptique. Ouais. Et en fonction de la modélisation, ils savent quels sont les impacts dans le cerveau du patient. C'est ça, on couple avec des mesures d'électroencéphalogramme, avec ce qui a été préparé à l'avance par les chirurgiens. Quand vous pensez dans l'aéronautique, les pilotes s'entraînent sur des simulateurs de vol. Et bien maintenant, ce qu'on veut faire, c'est entraîner des chirurgiens, entraîner des médecins sur l'équivalent de simulateurs de vol. Et vous voyez bien que l'impact sur la vie, il est majeur. Majeur. Quels sont les autres exemples que vous avez envie de partager avec nous? Je pense qu'on a un petit souci sur une des vidéos, mais on ne l'a pas malheureusement, on la mettra en lien sur le replay, mais racontez-nous cette histoire extraordinaire. Oui, en fait, à partir du moment où vous pouvez créer des expériences virtuelles, eh ben, ça transforme ce que vous savez réaliser concrètement dans le monde. Et l'exemple de Ixon est assez parlant. C'est une start-up qui a créé cet avion que vous voyez. Alors, c'est un drone solaire avec 2 paires d'ailes. C'est à la fois esthétique et extrêmement fonctionnel. Et c'est un rêve qui, à 10 ou 15 ans, on aurait trouvé complètement fou. C'est d'aller vers l'aéronautique zéro carbone et ici propulsé par l'énergie solaire. Donc c'est un drone qui fonctionne à l'énergie solaire? Oui. Ça existe Exactement. Vraiment? C'est pas de la science-fiction? Il vole. Il vole. Okay. Donc là, celui que vous voyez, c'est un modèle virtuel, mais il y a un prototype réel qui vole, qui maintenant est en cours de certification et qui peut servir typiquement pour surveiller, dans l'actualité récente, pour surveiller des feux de forêt, pour surveiller des éléments d'inondation, etc. Donc ça fait du développement durable aussi, puisque c'est un appareil qui vole, qui surveille les feux de forêt, sans utiliser d'énergie carbone. Ouais. Et qu'est-ce que Dassault Systèmes fait avec eux? En fait, on crée la pâte à modeler qui permet d'imaginer cet objet-là. Et cette pâte à modeler, c'est immersif, c'est des univers virtuels, parce que c'est une toute petite équipe qui a conçu Ixon à l'origine. C'est un avion, le drone, il fait 5 mètres d'envergure, à peu près 25 kilos. C'est un planeur, quoi. Comment est-ce que, c'est un sacré défi, comment est-ce que vous créez un objet qui fonctionne, qui est stable en vol, qui va rester longtemps en air, alors que technologiquement, il faut hybrider la compétence de faire la dynamique de la structure, la dynamique de vol, la thermique, l'électronique. Et quand vous êtes une toute petite équipe, eh bien, vous utilisez une plateforme virtuelle qui vous permet de combiner tout ça et de simuler comme si j'étais dans des conditions réelles. Et je vous encourage à aller voir la vidéo. Oui, on est désolé parce qu'elle sera diffusée plus tard. Et vous êtes immergé en fait, dans une scène 360 où l'objet qui est testé, il est encore virtuel à cette étape-là de conception, mais on le projette dans un environnement réel. Et là, on l'a fait voler au-dessus des côtes bretonnes. On a fait voler le prototype virtuel au-dessus des côtes bretonnes dans des conditions réelles de vent, de température, etc., pour tester son fonctionnement. Et quand vous pouvez faire ça, eh bien, vous savez optimiser le design pour que énergétiquement, ça puisse fonctionner.
Donc en fait, on est vraiment dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a déjà transformé l'environnement avec les data, on l'a déjà transformé avec l'immersion. Et ça, vous pensez que c'est quelque chose que l'industrie, enfin si vous êtes un leader mondial finalement d'immersion industrielle, c'est parce que tout le monde est en train de passer à ces technologies. Oui. En fait, on croit que c'est une transformation très profonde de nos sociétés et de l'industrie, de la même envergure que ce qui a été traversé il y a 500 ans à peu près avec la Renaissance, dans un autre domaine, avec d'autres éléments. Hein. Il ne faut pas tout transposer. Mais à la fin, au moment de la Renaissance, vous avez une accélération de la recopie d'informations, hein, qui est à peu près d'un ordre 60. Hein, quand l'imprimerie est inventée par Gutenberg, il multiplie par 60 la vitesse de recopie de l'information. L'impact sur les sciences, sur les sociétés, sur la politique, sur la religion, il a été majeur. Et ça s'est déroulé pendant plusieurs centaines d'années. Actuellement, on multiplie à peu près toutes les années et demie par 2 et vous faites le facteur dans le temps. On est à bien plus que 60 en termes de facteurs. Notre société, elle est impactée par ça. Les métiers sont transformés. Parce qu'on a une capacité finalement à avoir de l'impact sur notre environnement qui est démultiplié. Tout à fait. On arrive à penser des choses, à les modéliser et à les faire. Et à anticiper notre impact. J'ajouterais ça parce que c'est ce qui est nécessaire pour le développement durable, pour les contraintes écologiques. Et donc on a une chance considérable, c'est qu'on peut représenter différemment le monde et du coup mieux le protéger. Et l'exemple juste rapidement qui est présenté là, Alberti a inventé la perspective au XVe siècle. Et en fait, en même temps, il a inventé l'architecture moderne d'une certaine façon, avec la séparation des métiers entre l'architecte qui dit « voilà comment mon bâtiment doit être », parce qu'il peut le représenter en perspective, donc il doit l'imposer ensuite au maître d'œuvre qui va réaliser à la lettre ce que l'architecte a demandé. Et il s'est engueulé, entre guillemets, avec les maîtres d'œuvre, parce qu'à l'époque, c'était eux un peu qui déterminaient la forme du bâtiment. Donc il a créé une séparation entre des métiers, et donc une division du travail qui perdure jusqu'à à peu près maintenant. On inverse cette tendance-là, puisque désormais, chacun peut imaginer avec une pâte à modeler virtuelle un bâtiment, une façon de réaliser. Donc la modélisation, la simulation, c'est ça la pâte à modeler virtuelle. Oui, ça nous permet de tester, d'utiliser, d'anticiper les objets, de mesurer tout de suite, ce qui était à l'origine la raison pour laquelle il y avait de la simulation chez Dassault. Oui. Pour concevoir des avions, et vous avez transporté ce savoir-faire ailleurs. Quoi. Voilà, et ça transforme notre environnement de vie. Vous voyez l'exemple ici de la fondation Louis Vuitton. Franck Gehry, il utilise des univers virtuels pour anticiper complètement ses chantiers. C'est ce qui rend possible des formes aussi incroyables. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alberti m'inspire beaucoup de choses. Bon, c'est un mathématicien, un théoricien. Pourquoi ça a marché, à un moment donné, en Italie ? Parce qu'il était en lien avec des artistes, dont Piero della Francesca, il y avait un discours, mais aussi avec un pouvoir qui donnait des moyens. Les Médicis n'étaient pas... Ils étaient quand même à la fois cultivés et donnaient beaucoup de moyens. Et donc, cette espèce de trinôme entre le pouvoir symbolique, la construction scientifique et l'imaginaire qui se retrouve, à mon avis, sous d'autres formes aujourd'hui. Ils étaient mécènes. Oui, absolument. Et puis, on passe d'un artisanat, qui était vraiment l'artisanat, l'ingénieur, à la fonction de l'artiste, c'est-à-dire même à la fonction prospective, d'imaginer quelque chose qui n'a peut-être pas de précédent. Et ainsi, il a pu réguler la perspective au XVe siècle. Et c'est un exemple très parlant pour aujourd'hui. C'est un exemple qui inspire aussi beaucoup tous ceux qui travaillent sur le métaverse. On recevra plus tard quelqu'un qui est de formation d'architecte, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Gaspard Giraud. Il parle tout le temps de... En gros, lui, il dit qu'il ne s'est rien passé depuis Alberti. Il exagère un peu, je sais que ça va faire... Mais pour ceux qui font de la visualisation, aujourd'hui, ceux qui se transposent dans les casques, dans les lunettes, dans les téléphones, transforment à partir de ces règles. Et puis aujourd'hui, vous avez des jeunes architectes qui utilisent beaucoup Mathematica, qui utilisent des logiciels de forme et évidemment, il y a une évolution du matériau. C'est-à-dire non seulement c'est la forme, mais c'est le matériau, et puis il y a des brevets sur ces matériaux, notamment pour la fondation qu'a fait construire Franck Gehry, et vous avez exactement l'équivalent en musique. Nouveaux matériaux, nouvelles formes et nouvelles techniques d'écriture. C'est donc une révolution du signe et de l'écriture. C'est donc bien l'imaginaire qui crée l'industrie ? Exactement. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs la chance de l'Europe, c'est qu'on a des ressources considérables en termes de patrimoine historique. Vous dites la même chose que ce que disait Thomas Riedel, au fond, c'est-à-dire de dire on a une diversité qui est une chance extraordinaire, il faut qu'on la mobilise, il faut qu'on la canalise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce que... À la Renaissance, c'est l'émulation entre les villes italiennes.
qui crée aussi la dynamique. C'est quoi? C'est les régions, ce sont les... Il faut retrouver cette hybridation dont tu as parlé, Franck, sur des éléments d'imagination, de créativité, puis de réalisation, la capacité à réaliser. Et le virtuel est une des pâtes à modeler pour ça, mais aussi dans des territoires, dans des lieux. Et je pense que c'est bien d'être à Metz sur un territoire très précis, avec son histoire, des acteurs, des volontés. Et c'est là que se réalisent des choses. C'est ce qui s'est passé pour le KIF. C'est-à-dire de se dire il y a une région, il y a une histoire industrielle, il y a un territoire qui est au cœur de l'Europe, et puis il y a tout un écosystème de relations transfrontalières qui explique la volonté de rentrer dans une dynamique. Quand on parle de création et d'industrie, finalement, vous êtes très à l'aise les deux à jongler, mais est-ce que IRCAM et Dassault Systèmes travaillent ensemble? Non, mais à partir de demain, oui. Donc, non, mais, c'est le premier. Mais c'est travailler ensemble. D'abord, il faut dessiner, se projeter sur un besoin partagé, commun. Moi, je crois qu'on doit lier la vision qu'on attache à l'artiste et l'exactitude. Les deux ne sont pas incompatibles. Il y a quand même de l'ingénierie, il y a quand même du savoir-faire, il y a de la précision. Non, mais quand on voit les outils, oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Bien sûr, mais les objectifs sont différents. Mais il y a très souvent des rencontres. Alors, elles peuvent être hasardeuses, elles peuvent devenir nécessaires par la force des choses. Je crois que ce qui nous manque le plus pour que ça marche, sont des formations communes. C'est des universités populaires où vous pouvez mêler des questions scientifiques, des questions de société et artistiques, parce que tout ça se tient soigneusement séparé. C'est l'inverse, c'est ce que veut faire le KIF. On veut justement que vous vous croisiez, on veut que tous ceux qui s'intéressent à ces questions se parlent. Oui. C'est pour ça qu'on fait cet exercice de communication. Et puis toute l'industrie n'est pas inventive. C'est-à-dire que Dassault avec Dassault Systèmes est vraiment dans le prototypage et dans cette idée que le virtuel est un continuum par rapport au réel, il n'y a pas de séparation. C'est pas nécessaire. Voilà, il faut faire prospérer cet aspect inventif au sein des industries. Le monde des startups y aide, puisqu'il y a une mobilité, il y a peut-être une rapidité dans la startup qui permet ça. Après, on a les grands cycles industriels qui sont beaucoup plus longs, et c'est normal. Et le passage à l'industrie est un long processus. Parce que tout à l'heure, Thomas Riedel parlait de Magic of Technology. Est-ce que c'est quelque chose que vous reprendriez comme... C'est ça, moi je prononcerais le mot harmonie. Harmonie, en fait. Oui, j'ai vu. Ça rejoint avec les univers sonores. Ce qu'on cherche, c'est une harmonie. Et d'ailleurs, si on regarde les challenges écologiques auxquels on fait face, c'est pas tant de créer la même chose partout dans le monde, mais de créer des harmonies entre des lieux, entre des espèces. Il y a cette notion de diversité, de biodiversité, elle n'est pas suffisante en fait. Il faut trouver autour de l'humain une harmonie. Et c'est là qu'on parle le même langage. Je crois que le Centre Pompidou aussi parle le même langage, puisqu'ils vont accompagner la Biennale de Taipei, qui a une conception sur le développement durable, avec des philosophes et des artistes qui se posent la question justement de cette harmonie. Donc je pense qu'on pourra se retrouver à Metz, ou vous vous retrouverez à Metz, au Centre Pompidou Metz. Je vous remercie d'avoir été aussi clair. Tous les exemples seront disponibles en ligne, et on passera en particulier ce film qui est vraiment formidable, le film de l'avion magique. Avion électrique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.